Bonjour et bienvenue sur Tir Off. Aujourd'hui, nous avons pu nous rendre au CFA du Rouennais pour aller à la rencontre de Christian Dudu, ancien pilote de rallye et désormais formateur en mécanique automobile. Il travaille avec ses apprentis à la mise au point d'une Peugeot 107 pour la piste. Je vous laisse en sa compagnie. Donc Christian Dudu, je suis formateur au CFA du Rouennais en maintenance automobile, tout ce qui est entretien, diagnostic des voitures. Pour la petite histoire, j'ai appris ici dans les années 92. Derrière, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai été chef d'atelier Lancia, chef d'atelier Citroën. Et puis je suis revenu ici en tant que formateur, où j'ai formé Hugo du coup. Et là, ça fait 14 ans que je suis ici. Je suis rentré le 3 janvier 2011. Donc, les années passent vite, je n'ai pas vu passer. On essaye de mettre en place des nouveaux projets pour essayer de motiver les jeunes de plus en plus, de trouver des idées, des arcs, comme on dit, des flèches à notre arc, pardon. Donc on a monté un petit projet avec une petite 107 Cup, parce que moi, la compétition, c'est ma passion. J'ai fait du rallye de 98 à 2009. J'ai commencé en course de côte et après, je me suis mis un peu plus tard en rallye en 2000. Et du coup, c'est un sport qui m'a toujours bien servi pour mon métier. Et je trouve que si je peux transmettre ça aux jeunes par la suite, c'est que mieux. Donc le projet 107, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je dirais que le sport auto m'a toujours beaucoup aidé dans mon métier. À comprendre des pannes, à comprendre des comportements, à répondre des fois à des problématiques des clients et tout. Donc, du coup, l'idée m'est venue de si je peux transmettre ça en montant un petit projet en interne au CFA. Voilà, ça s'est fait comme ça. On a trouvé, un jour, je farfouillais sur Internet, j'ai trouvé cette petite annonce de cette petite voiture de course là, qui roulait à Andorre à l'époque en Espagne. Tout le monde avait la même voiture. Pareil, plombé, donc un peu tout plombé. Le moteur était plombé, la boîte était plombée, etc. Et elle était à vendre en France. Et du coup, j'ai vu M. Valfort, notre responsable. Je lui ai dit, voilà, j'ai cette idée-là. Il a fallu monter un projet, etc. Ça s'est pas fait tout seul non plus. Prouver que ça pouvait fonctionner, etc. Et puis, la direction nous a suivis, etc. On a eu le budget pour l'acheter. Et on l'a remis en état avec les jeunes, parce qu'on l'a acheté dans l'état. Elle avait fait, en Espagne, ça roulait sur la terre et sur l'asphalte. Ouf. Donc la voiture avait un petit peu ramassé quand même. Elle n'était pas toute neuve, quoi. Voilà, donc on l'a démontée, les carrossiers l'ont remise en état, ils l'ont repeinte. On l'a améliorée aussi, parce qu'on l'a allégée un peu. Et puis aujourd'hui, elle roule, on fait des journées circuit avec les jeunes. Là, on en a fait une dernièrement, jeudi dernier. On a emmené 5 jeunes sur le circuit du Bourbonnais. Alors après, là, je partage un peu. C'est-à-dire que j'ai pris un carrossier, 2 bacs et 2 BTS pour essayer de pas trop faire de jaloux, d'impliquer toutes les sections. Alors, la condition, c'est qu'ils aient le permis de conduire. Ça limite un peu le risque et puis le circuit nous le demande aussi. Ouais. Donc voilà, et puis ça me met un peu la carotte, c'est-à-dire que c'est au comportement, c'est aux notes, voilà, la façon d'être du jeune, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est pas tout le monde qui va y aller. Après, j'aimerais emmener tout le monde, mais c'est compliqué. Je vais faire une écurie à force. Voilà, et puis, il faudra plusieurs 15 voitures. Il faut aussi que je donne des cours au CFA, donc je peux pas être toute la journée sur le circuit, même si ça me déplairait pas. C'est pour une idée qui, voilà, si on peut... Ouais, au cas où. Non, mais après, ça, c'est un peu un début de projet, parce que j'ai d'autres idées aussi. Donc, voilà, et puis cette petite voiture, on l'améliore au fur et à mesure avec les jeunes à l'atelier, avec différentes choses. Là, on a commencé de mettre un boîtier programmable dessus, etc. On a un banc de puissance aujourd'hui qui nous aide aussi, donc voilà, ça... Ouais, donc quand ça aura du matériel qui permet de la mettre au point, l'étape de dessus encore. Voilà, et puis on essaye de voir l'évolution après sur le circuit. Là, l'idée sur le circuit, c'est que les jeunes puissent faire des comparatifs avec des pneus de série, des pneus de compétition. L'adhérence, là, on a eu 2 fois sur le circuit là, des conditions climatiques catastrophiques. Donc, on n'a pas été aidé avec ça, mais par contre, c'était hyper enrichissant. Et voilà, on fait des essais. On essaye de voir ce qui se passe au niveau du moteur, de la température d'air, des températures de pneus, des freins, les pressions de pneus, etc.
le côté laboratoire des sports mécaniques vraiment mis en pratique pour les jeunes. Ouais, exactement. Vraiment leur prouver que déjà, ce que je dis souvent, le pneu c'est le premier lien entre la voiture et le sol. Et ça, ils l'ont vite vu, ils l'ont vite compris. Deux fois dans le mauvais sens. Et puis il y a la partie aussi sécurité, c'est-à-dire que je préfère les voir rouler vite sur le circuit que sur la route de tous les jours. Ouais, bien sûr. On a malheureusement chaque année des jeunes qui se font mal, que ce soit en moto ou en voiture sur la route de tous les jours. Et leur faire comprendre que le circuit, une location d'une demi-journée, c'est pas excessif. Et plutôt que de rouler vite, de prendre des risques sur la route, peut-être aller faire une demi-journée sur le circuit avec leur propre voiture et d'être en sécurité, quoi. Le côté défouloir, quoi. Le côté défouloir de faire un peu de la pédagogie de ce côté-là. Enfin, je suis passionné sport auto, j'aime rouler vite aussi, je ne vais pas cacher ça. Mais on ne peut plus aujourd'hui, on prend trop de risques, il y a trop de monde qui roule, c'est trop compliqué. Les voitures, elles ont l'ABS, le SP, etc. Et quand ça décroche, ça ne pardonne plus, là. On franchit les limites de l'électronique et ça ne va plus. Même si la sécurité s'est améliorée, mais malgré tout, on a des jeunes qui se font mal, donc ça ne peut pas aller. Et si on peut corriger un peu ça, aider, mettre nos petites graines à ça, c'est un peu mieux. C'est sûr. C'est un beau projet. Oui, très bon projet. Alors après, le circuit, j'aimerais bien, pourquoi pas, après que ça débouche un peu sur le rallye, on verra. Objectif rallye. Objectif rallye, ça serait pas mal. Récupérer une autre voiture ? Non, la même, ouais. La même, mais et que ce soit un groupe de jeunes qui fassent un rallye avec, ça serait un peu l'idée. Et puis la petite cerise sur le gâteau, après, ça serait de trouver une petite monoplace pour avoir un échelon au-dessus et faire des journées circuit avec deux voitures totalement différentes. Et une monoplace, c'est encore autre chose. Ouais. Voilà. C'est un cran au-dessus encore. C'est un cran au-dessus. C'est un cran au-dessus, c'est bien plus léger, il y a plus de puissance aussi, la mise au point est beaucoup plus sensible. L'aérodynamique. Il y a plein de choses à faire et je pense que ça me démange. C'est super intéressant. Oui, c'est sûr. Ça me démange et je pense que c'est ma prochaine idée. Un dossier qui va se préparer bientôt. On va essayer, je pense honnêtement qu'on va essayer. C'est pareil, ça peut peut-être permettre aussi à des jeunes justement de rentrer un peu dans le domaine ou connaître un peu plus cette partie-là. Exactement, c'est ça. Il y a ça aussi, il y a un ensemble, je dirais. Je pense que ça aide énormément pour le métier. Et puis après, il y a l'aspect pédagogie avec la sécurité routière. Et puis, je pense que c'est une belle mise en jambe pour peut-être un futur pilote, etc. Un beau truc. Ouais. Donc la mécanique et le sport automobile, c'est une passion depuis toujours. Ouais, je dirais. S'il fallait remonter un petit peu dans le temps, comment vous avez été introduit comment tu as été introduit au sport mécanique? Est-ce que c'est avec les parents? Est-ce que c'est en découvrant plus jeune? D'où ça vient cette passion? Le sport auto, je dirais que c'est plutôt quand je suis rentré au CFA. Ok. Avant, c'était la mécanique. Ouais, la mécanique. Après, j'adorais conduire. Ouais. Voilà, mon grand-père adorait conduire, donc depuis tout petit, on va dire, je conduisais les tracteurs dans la ferme de mon grand-père, etc. Déjà à l'aise avec le 4 roues. Ouais, mon grand-père il me faisait tout conduire, je crois. Okay. Et après, au CFA, j'avais un collègue de ma section, qui est un ami aujourd'hui, son père courait en course de côte. Ok. Et du coup, les week-ends, on allait sur les courses de côte. Et on suivait déjà ça à fond. Et je crois que c'est venu de là, derrière. Et pour quelqu'un qui a... Du coup, tu as couru en rallye régionaux? Ouais, régionaux, nationaux. Ouais. Et s'il fallait expliquer à des auditeurs qui n'ont pas forcément la différence entre le rallye et la course de côte, comment on pourrait... Parce que c'est deux disciplines qui sont quand même bien distinctes. Ouais, bien différentes. Alors déjà, il y a une grosse différence, c'est qu'en course de côte, on est tout seul dans la voiture. Pas de copilote. Pas de copilote, exactement. Les distances sont moins importantes. Ouais. D'où on est tout seul dans la voiture, il n'y a pas besoin de copilote. Après, une course de côte régionale, en général, c'est 1,5 km maximum. Donc c'est à peu près combien de temps? 5 minutes? Ça dépend des courses de côte, non, c'est même moins que ça. Ça va bien plus vite. Ouais, ça va bien plus vite. Hein. C'est 1 minute, 2 minutes, ça dépend des courses de côte. Hein. Tracé, appris par cœur par le pilote. Voilà, exactement. Okay. Et puis, il ne faut pas faire de faute dès le départ jusqu'à la ligne d'arrivée. On n'a pas le droit à l'erreur. Même en rallye, on va dire, mais un rallye, si c'est un national, on peut
faire une petite faute et on peut arriver à corriger, rattraper un peu le temps perdu, entre guillemets. Hein, mais en course de côte, il faut être à bloc du départ jusqu'à l'arrivée. Sur une saison de course de côte, moi, c'est une petite question que j'ai parce que je sais qu'en rallye, on va avoir un rallye, c'est plusieurs spéciales. Oui, sur un tracé. Ouais. En course de côte, comment vous faites? Vous avez plusieurs fois le même tracé et il y a une moyenne des temps? Ça marche comment? Alors du coup, en général, si c'est une course de côte régionale, il y a les essais le dimanche matin. Ok. Voilà, 3 montées d'essais, en général, ils essayent de faire. Et l'après-midi, 3 montées de course. Ok. Voilà. C'est juste 3? Ouais, juste 3. Et on garde le meilleur temps des 3? Oui, on garde le meilleur temps des 3. Voilà. Punaise, faut pas se louper, il n'y a pas beaucoup de chance. Après, il y a des courses de côte internationales comme était le Mont d'Or. Il faut faire, je crois que c'est une moyenne des 2 meilleures montées. Ok. Voilà. Mais voilà, c'est différent. Après, le course de côte du Mont d'Or, c'est 5 km. Donc, je connais j'étais à côté de Clermont-Ferrand. Ça, c'est je suis passé par le tracé, est incroyable par contre. Ouais, c'est une course de côte qui est vraiment magnifique et qui est pas loin de chez nous, quoi. Donc c'est vraiment une chance d'avoir ça. Je pense qu'elle a l'air très rapide. Je sais qu'il y en a une à côté de Lyon, au Limonest. Oui. Qui est technique, c'est que des enchaînements d'épingles, etc. Ouais, qui est très très bien. Après, elle est un peu plus courte. Par contre, Limonest, c'est sympa aussi. Ça grimpe beaucoup. Mais le Mont d'Or, il y a un ensemble de choses. C'est que déjà, c'est au mois d'août, donc il y a la météo qui est en général sympa. Et puis, c'est 5 km, quoi. On est tout seul dans la voiture. Il y a la partie du milieu où tout se ressemble. Donc, c'est un beau défi. Et puis, il y a le dénivelé. Elle a l'air bien rapide, celle du Mont d'Or. Oui, puis voilà, c'est championnat de France de la montagne, donc c'est une course de côte qui est magnifique. Et du coup, quand tu roulais, tu avais quoi comme voiture pour les courses de côte? C'était plus Alors, au début, j'ai commencé, c'était de la voiture de tourisme. Hein. J'ai commencé avec une Super 5 GT Turbo, c'était ma première voiture de course. Oh, ouais, ça date un petit peu. C'est incroyable. C'est déjà beau. Où j'ai fait que de la course de côte avec. Ok. Après, je l'ai pas gardé très longtemps parce que c'est une catégorie où il y avait quand même pas mal de tricherie. Ah ouais? Ouais, c'était. Comment ça? Il y a des petites anecdotes, non, un peu? Il y avait les voitures étaient pas toutes les mêmes. J'étais en catégorie groupe N et c'était normalement on doit rester très proche de la série. Ouais. À l'époque, on n'avait pas le droit de modifier grand-chose. C'est juste vider un arceau et une ligne, quoi. Voilà, ouais. Grosso modo, c'est ça. Okay. Il y avait les éléments de sécurité, le moteur devait rester de série, etc. Et c'était des moteurs turbo à l'époque et la pression de suralimentation, déjà, ça tricherait. C'était pas la bonne. plus que la normale, ouais. Donc voilà, souvent les dernières montées en plus, bizarrement les temps tombaient de façon... ouais. Donc c'était un peu... mais par contre c'était une voiture très sympa, mais voilà, il y avait ce côté équitable qui n'était pas top. La Super 5 GT Turbo, c'était la traction? Oui, c'était la traction. Pas encore la propulsion, c'était pas la R5 Ouais, c'était pas la R5 Turbo. Okay. C'est celle juste avant, quoi. Ouais, voilà, c'est la petite, on va dire. La R5 Turbo, après, c'est une voiture qui fait rêver, ça. J'ai jamais eu la chance d'en conduire une. Je suis déjà monté dedans, mais j'ai jamais eu la chance d'en conduire une. Ça a l'air terrifiant comme voiture. Ouais, ça, c'est un rêve. On verra peut-être plus tard un jour. Mais... et après, j'ai eu une 205 Rallye Groupa et c'est là que j'ai attaqué le rallye. Ouais. Ok. Vraiment le rallye. Ouais. J'ai continué un petit peu de faire de la course de côte, mais j'ai plus fait de rallye. Ouais. Et c'était rallye tarmac, terre, mixte? Asphalte. Ouais, asphalte. Ouais, c'est difficile, c'est particulier dans le rallye, le tarmac. Je sais que en France, on a la réputation d'avoir des pilotes de tarmac assez, on a souvent la renommée meilleurs. Asphalte. Ouais, voilà, ouais. Donc notamment, exactement. c'était quand même... En 306 Maxi, c'était Gilles Panizzi. Gilles Panizzi. Oui, on a eu des François Delcourt, etc. aussi, qui étaient... c'était des super personnes, hein. Philippe Bugalski aussi avec la Mégane Kitcar, etc. Ouais, donc c'était Jean Ragnotti. Qui connaît pas Jean Ragnotti? Les 360 voilà, exactement. dans tous les sens. C'était Monsieur Spectacle et ça reste encore Monsieur Spectacle quand il roule. Mais du coup, tu es passé de la course de côte en Renault 5 à la 205 en rallye. Ouais, voilà. Gros changement. Déjà, la voiture se prêtait mieux à faire du rallye que la Super 5 GT Turbo. Au niveau du châssis, etc. Ouais, l'ensemble, les suspensions, etc. Donc, une super voiture, la 205 Rallye Groupa, et là, je me suis mis en rallye avec cette voiture. Et pour en arriver là, les premières courses, que ça soit... si on remonte un petit peu dans le temps, les premières courses de côte, comment tu as réussi à en arriver c'est via quelqu'un que tu connaissais ou oui, c'est une initiative? Du coup, ce petit parcours, comment...
Et ben du coup, en fait, comme je l'ai dit, on avait le père d'un copain de classe qui courait en course de côte. Ok. Et après, en fait, quand j'ai changé d'entreprise en apprentissage, j'avais mon chef d'atelier qui courait en rallye. Ok. Donc, en fait, tout l'ensemble... De fil en aiguille. Ouais, ça c'est tout bien goupillé, comme on dit. Donc, qui m'a beaucoup guidé, hein, c'est Didier Berchou qui va recourir, je pense, mais qui a arrêté un petit moment, là, mais qui courait pendant des années avec une Lancia Delta intégrale. Oh, c'est pas mal. Donc, du coup, c'était mon chef d'atelier chez Fiat Lancia et on travaillait sur la voiture de course pour la préparer pour les week-ends et tout. Donc, je faisais l'assistance. C'est la HF. C'est l'intégrale, ouais. C'est 4 roues motrices, celle de groupe A qui était en WRC. Ouais, c'était une groupe A, donc 2 litres turbo, 4 roues motrices. Ouais. C'est 300 chevaux, à peine une tonne. Ouais, alors à peine 300 chevaux parce qu'elles étaient bridées. Ouais. On mettait une bride sur l'entrée du turbo pour limiter la puissance. Hein. Il y a eu une période où il n'y avait plus de bride, mais c'était avant. Ça, voilà. Le groupe B. Ça, voilà, exactement. Donc là, c'était bridé, mais oui, ça, à la fin, elle faisait 286 chevaux, je crois, en fonction de la température d'air, parce que le moteur turbo, c'est pénalisant. Mais voilà. Ah, donc un sacré bolide, quoi. Ouais, c'est une super voiture. C'est quelque chose, en plus, que j'ai eu de la chance de faire une course de côte avec. Et c'est un super souvenir. C'est un truc... déjà, tu prends le départ. J'avais jamais roulé en 4 roues motrices. C'est catapulté. Voilà, le départ, tu lâches l'embrayage, ça part, ça patine un petit peu, mais ça part comme si tu lâchais un élastique. Et, tu te retrouves à 110 en rien de temps. Ah oui, l'accélération, la motricité, c'est impressionnant et c'est vraiment un super souvenir. Ça doit être fou. Ouais, voilà. Et du coup, grâce à cette personne, tu as été initié aux courses de côte. Au rallye, surtout. Au rallye, d'abord Didier Berchou, c'était surtout le rallye. C'est d'abord rallye, ensuite course de côte ou... J'ai commencé par la course de côte. Ok. Parce que je trouve que c'est une bonne école, parce que déjà, ça apprend un peu à se gérer tout seul dans la voiture. Ouais. Parce que honnêtement, quand on prend le départ de la première course de côte... Les chocottes. Ouais, ça doit être... Il y a une grosse différence entre rouler vite sur la route de tous les jours et après prendre le départ d'une course où il y a les spectateurs, on est casqué, on est sanglé, etc. Il y a un gars qui fait le la pression n'est pas la même, quoi. Voilà, la pression n'est pas la même et honnêtement, tu as les jambes qui tremblent dans tous les sens, tu vois, le premier départ, je m'en rappellerai toute ma vie, quoi. Mais après, non, ça se fait... Et après, du coup, tu as fait donc cette première course et du coup, ça t'a piqué totalement sur... Ah ouais, carrément. C'était fou. Oui, c'est l'adrénaline, c'est un ensemble de choses. J'ai vraiment le premier départ de cette course de côte qui m'a marqué parce que t'as la peur, mais après une fois que t'as franchi le cap, c'est top. Après j'ai enlevé le stress. C'est quelque chose que je connaissais pas. Le stress me passait. En plus, quand on stresse, on perd ses moyens et on n'est pas efficace. Mais non, après les départs, j'y allais vraiment cool et je faisais au feeling, quoi. Surtout une voiture que c'est toi qui as préparée, du coup. Ouais, ça c'était aussi mon défi parce que j'adore ça. J'adore mettre au point ma voiture et ressentir comment que ça se passe, etc. Ça, je pense que ça aurait été mon métier. Je pense que ça aurait été vraiment pilote-essayeur et développer des choses sur la voiture. Ok. Après, quand on fait ça en tant qu'amateur, forcément il y a un problème que tout le monde connaît, c'est le nerf de la guerre, c'est le budget. Ouais, très cher le sport mécanique. Le sport mécanique coûte très très cher et après, si on veut pas que ça coûte trop cher, faut tout faire soi-même. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc il y a un ensemble de choses et puis il y a forcément des choses qu'on est obligé d'acheter, etc. Il y a les engagements qui coûtent cher, le pneumatique qui est un gros problème aussi, qui reste l'éternel problème aujourd'hui pour tous les pilotes. Moi, c'est une question personnelle que j'ai, mais toi, est-ce que sur ta carrière, tu as pu voir une augmentation des coûts par rapport aux années 80-90 à aujourd'hui ? Est-ce que le sport mécanique est devenu plus cher et plus compliqué à accéder qu'à une certaine époque ? Oui, je pense, ouais. Parce que c'est cette image un peu qu'on a, c'est qu'à par exemple, le groupe N, on prend une 205, c'était pas hors de prix. Il suffisait d'y passer quelques temps pour la préparer un peu. Maintenant, les normes sont plus compliquées. Ouais, il y a les normes qui changent. Alors, des normes au niveau sécurité, ça, je ne vais pas critiquer, qui sont très très bien, ça s'est bien mieux amélioré. Hein.
La sécurité en rallye, ça a carrément augmenté. Dans les années 80-90, c'était pas ça. Voilà, ça c'est sûr. Donc ça, de ce côté-là, c'est hyper positif. Par contre, la réglementation aussi des différentes catégories a changé. Et une voiture Group N, à l'époque, il n'y avait pas le droit de faire grand-chose. Aujourd'hui, ils ont le droit à la boîte courte, un autobloquant, etc. Donc si on veut être compétitif dans la catégorie, déjà, il faut déjà mettre pas mal d'argent. La sécurité, malgré tout, a un coût aussi, parce que c'est un casque, c'est un Hans, c'est les sièges baquets à changer tous les 5 ans, les harnais à changer tous les 5 ans. Donc voilà, ça c'est... vite le budget. Même si, honnêtement, je trouve que je suis pas toujours d'accord avec ça, parce que quelqu'un qui roule très peu, je vois pas l'intérêt de changer les sièges tous les 5 ans et les harnais. Par contre, ça serait bien plus judicieux de les changer quand la voiture est partie en tonneau, etc. Chose qui malheureusement n'est pas faite, sauf erreur de ma part. Mais, voilà. Ouais. Il y en a qui roulent avec des éléments de sécurité qui ont été abîmés. Du moment que le siège est encore valide, voilà. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Et s'il y a un siège en carbone, pour voir s'il est fissuré ou pas, il faudrait le radiographier. Donc voilà, ça, je suis un peu contre. Je trouve que c'est pas très logique de les changer tous les 5 ans. Et quelqu'un qui a fait une grosse sortie de route, remettre le même siège, il n'y a pas de problème. Même des harnais, s'il y a eu une grosse sortie de route, je pense que les fibres se sont étirées, etc. Et ça serait plus judicieux de les changer pour moi que de les changer tous les 5 ans si la voiture est restée à l'abri, etc. Ce qui est souvent le cas d'une voiture de course, on ne la laisse pas dehors. Donc je ne vois pas pourquoi ça s'abîmerait comme ça. Quoi. Voilà, donc je ne trouve pas très judicieux. Quoi. À la limite, le gars, il est sorti, il a fait une grosse sortie de route, on coupe les harnais, comme ça, il est obligé de les changer. Voilà. Mais de les changer tous les 5 ans, je ne vois pas trop... C'est des coûts en plus. Oui, c'est un coût important, parce que on n'a pas attaqué la saison, et du coup, il faut déjà remettre la voiture aux normes. Ouais. Donc, voilà. Et après, le prix des pneumatiques, c'est quelque chose qui est... sachant que c'est le premier lien entre la voiture et le sol. C'est la première chose. C'est la première chose obligatoire, quoi, on va dire. Ça sert à rien d'avoir une voiture qui a 300 chevaux si on n'a pas de pneus dessus. Tu peux avoir la meilleure voiture, si tu as des pneus pourris, tu feras. Exactement. Oui, ça c'est clair. On le voit très bien quand les conditions se gâtent, etc. Si la route est grasse et que le gars il est parti avec des pneus pour le sec, c'est compliqué. C'est talus, quoi. Voilà, mais là, je dirais qu'il faut connaître un petit peu, parce que quelqu'un qui est novice là-dedans, il se rend pas compte. Mais le pneumatique, c'est hyper important. On regarde un Grand Prix de F1, dès qu'il pleut et qu'ils sont en pneus pour le sec, c'est tourner manège, c'est retour à l'envoyeur, c'est catastrophique. Donc, voilà, ça prouve bien que c'est un facteur hyper important. Mais oui, les coûts ont augmenté. Ouais. Une voiture de course aujourd'hui, c'est hyper cher, même pour un jeune qui veut débuter. Enfin, moi, j'ai connu mon ancien chef d'atelier, qui est un ami, Didier Berchou. Il a roulé en Fiat Cinquecento de l'époque, c'était un trophée. Tout le monde avait la même voiture, tout était plombé. Il ne pouvait pas tricher, quoi. Les calculateurs étaient plombés, la boîte était plombée, le moteur était plombé. Tout le monde avait la même voiture. Et voilà, ça roulait. C'était au meilleur ça se jouait au pilotage. C'était le pilotage qui faisait vraiment la grosse différence. Et il y a des personnes qui sont passées par là. Cédric Robert, il est passé par la Fiat Cinquecento. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, c'est des personnes qui vont très, très vite en championnat de France. C'est une référence. Donc, c'est une très bonne école. Les formules de promotion, c'est voilà, des formules de promotion. Même les volants. Il y en a qui existent encore. Il y a les 208 aujourd'hui et tout, mais c'est plus le même prix de la voiture. Le budget, le budget, ouais. Par exemple, je sais qu'en écoutant des fois, en entendant parler des anciens pilotes de Formule 1 ou d'endurance ou autre, c'est souvent des pilotes qui étaient passés par des volants de pétroliers, le volant Shell, le volant Motul, ou alors il y avait le volant Marlboro, le volant Camel. Oui, il y avait des formules de promotion qui allaient chercher des jeunes pilotes, quoi, et qui leur donnaient une chance de pouvoir se montrer au grand jour, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Des choses qu'on voit de moins en moins, j'ai l'impression. Ou alors les prix d'entrée sont pas... C'est pas... Alors, il y a les formules rallye jeunes, tout ça, mais il y a beaucoup de monde qui s'inscrit, etc. Et puis, je suis pas contre, ça sélectionne beaucoup, mais c'est sur un parking, avec des plots, faut vraiment pas faire d'erreur et tout. C'est pas simple. Sébastien Loeb est passé par là. Sébastien Loeb, il a essayé 2 fois et il l'a pas réussi. Mais c'est juste Sébastien. Non, mais après, voilà, je pense qu'il faut le faire plusieurs fois pour... c'est comme tout, je pense qu'il faut s'entraîner pour être... Et si on revient du coup sur votre parcours, du coup, on s'était dit, on s'est arrêté, course de côte, passage en 205. Ouais. Et comment
comment c'est arrivé? Comment t'as préparé la voiture? Comment tu l'as trouvée? Comment ça s'est fait? Parce que c'est quand même passé d'une catégorie à l'autre, quoi. Il y a plein de choses qui C'est pas changent. la même chose. Ouais, tout à fait. Alors, quand j'ai commencé la course de côte avec la Super 5 GT Turbo, j'avais un ami qui roulait en 205 Rally Groupa. Ok. Déjà. Donc déjà, Et c'est une voiture qui me plaisait énormément. c'était les 205 GTI ou c'était... Non, la Rally, ouais, c'est Ok, un c'était la 1300 205. cm3, voilà, avec des carburateurs. Ok. Voilà. C'est un peu comme la 106 Rally qui est arrivée... Oui, Après, il me semble. après, ouais. Ouais, Voilà, ok. ouais. C'est Là, un la peu 205 Rally, c'était vraiment... Enfin, il y avait zéro confort, entre guillemets. Il n'y avait pas de fermeture centralisée. Quand ils l'ont sorti, hein, c'était plutôt une voiture destinée une coquille, la course. au rallye. Hein. C'était les vitres électriques, etc. Elle est passée il n'y a pas longtemps là, dans Automoto, justement. Ouais. C'est un modèle qui est assez rare. Et du coup, ouais, c'était vraiment un peu pour percer en rallye. Ouais. Et à la base, je m'étais dit, je vais en monter une. Mais quand on regroupe un peu tout le prix des pièces et tout, c'était quand même assez onéreux. Et du coup, j'avais trouvé celle-là d'occasion. Parce que t'avais pas de sponsor. Ah non. En plus, c'est quelque chose que j'avais horreur de faire. Aller démarcher et tout, c'était pas trop mon truc. Donc du coup, non, je me débrouillais par moi-même. Donc, voilà. Et du coup, j'ai été acheter cette 205 Rally qui était bien montée. Et après, j'ai fait des courses de côte un petit peu avec pour la prendre en main. Et après, la récupérer rallye, sur un terrain que tu connaissais déjà, la course de côte. Ouais, voilà, exactement. La mettre au point. Ouais. Est-ce que pour la bricoler, t'avais un garage, t'allais chez des amis, quelque chose comme ça? Non, c'était chez ma mère. Ouais. Ah ouais. Ouais, dans le garage chez ma mère, couché par terre. J'avais pas de budget à l'époque. Non. Ah ouais, début à la fin, de la débrouille. tout seul. Okay. Exactement, c'était de la débrouille. Après, plus tard, j'ai eu de la chance quand j'étais chez Lancia. Là, mon patron nous prêtait l'atelier, donc ça allait bien. Ça a dû changer la vie. Ouais, ça a changé la vie. Et après, on avait trouvé un local où on est trois amis où on faisait nos 3 voitures de course en même temps là-bas. Ouais. Donc, niveau résultat, par rapport à ce que toi tu t'espérais, t'arrivais à te mettre dans les clous, où le changement il a été vraiment radical et ça a été le dépaysement de passer en rallye. Déjà trouver un copilote, trouver ce genre de choses, comment... Ouais, il y a un ensemble de choses. Alors après, la course de côte, c'est une très bonne école parce que, comme je dis, ça permet de s'améliorer. Enfin, on se pose la question, c'est tout seul dans la voiture. Donc déjà, voilà, et ça allait mieux déjà à la fin avec la GT Turbo. J'avais un peu compris les ficelles et tout, donc on va dire que je cachais un peu mon jeu et j'en gardais un peu pour la dernière montée, puisque souvent ça trichait beaucoup la dernière montée, donc et moi j'avais horreur de ça, donc j'en gardais un peu sous le pied, on va dire. Et après la 205, là, ouais, non, il y avait la conformité, je pense qu'il y avait peut-être certainement de la tricherie, mais non, c'était pas pareil déjà. La catégorie laissait bien plus, parce que Groupa, on a le droit de modifier plein de choses. Donc la catégorie permettait qu'il y ait bien moins de triche et là après c'est à toi de rouler. Hein. C'est à toi de rouler, être en osmose avec le copilote ou la copilote. Hein. Avec la 205 c'était copilote, c'était ma copine de l'époque. Donc voilà, et là c'est des super moments. Ouais, après. Ah ouais. Il y a quelques podiums, quelques bonnes places. Oui. Déjà le premier rallye qu'on a fait avec la 205, on gagne notre catégorie. Ah oui. Et on finit 14e au classement général. C'est le rallye de la Clette, donc ça, c'est un super souvenir. Ouais, donc un début... Ça se passe plutôt bien, le début. Ouais. C'était un peu la surprise, mais je pense qu'il y avait un peu l'habitude aussi des courses de côte qui faisait qu'on était à fond du départ jusqu'à la ligne d'arrivée. Et je pense que j'avais pris déjà un peu cette habitude-là. Et ça fonctionnait très très bien en régional, ouais. S'adapter sur la bonne trajectoire sur une petite route, je pense qu'il n'y a pas mieux que la course de côte pour apprendre à faire ça. Ouais, exactement, ouais. Non, là, donc ça c'est déjà le premier rallye, première victoire de catégorie, donc ça partait plutôt bien, ouais. Après, il y a d'autres anecdotes, hein. J'ai un très bon souvenir du rallye Montbrisonnais, sous la pluie, où on n'avait pas de pneus de pluie, faute de budget, là, malheureusement. Et ça, c'est quelque chose que je ne referai pas, mais c'est terrifiant. Oui. Ouais, et puis c'est à l'époque, voilà, j'avais pas de budget, j'avais pas le choix. On s'était inscrit à ce rallye.
Et du coup, c'est les collègues Didier Berchou, mon pote Gilles Viali aussi, qui me retaillaient les pneus à l'assistance. Mais la première spéciale, on est parti sous la pluie avec les pneus les plus tendres que j'avais, les gammes les plus tendres, des Michelin. Et qu'au final, le premier kilomètre, c'était une catastrophe. Et après, j'ai réussi à les chauffer un pneu, à les chauffer un peu, pardon. Parce qu'un pneu de compétition, il faut qu'il monte en température. Sinon, ça glisse, quoi. Et en fait, à l'arrivée, en haut, on fait le 13e temps scratch sous la pluie. Donc, et sachant que ça montait tout du long, donc c'était plutôt pas mal. Avec des pneus avec maison. les pneus, ouais. Avec des pneus qui n'étaient pas adéquats, mais voilà, c'est... Pas de problème d'homologation, même de sécurité, il y a le droit de faire ça. Par contre, après, s'il est... là, t'as pas bien le choix. Puis en plus, aujourd'hui, je crois que c'est de pire en pire, parce qu'aujourd'hui, ils font une boucle sans assistance. C'est-à-dire qu'ils vont enchaîner, par exemple, 3 spéciales sans assistance. Donc, s'il y a un orage, que tu es parti avec les pneus sur le sec, t'as pas le choix de... Il n'y a pas le choix, il faut faire avec, là. Donc ça, c'est peut-être pas très bien niveau sécurité. À l'époque, on faisait une spéciale, et à l'arrivée de chaque spéciale, il y avait une assistance, mais voilà, l'assistance était sur route ouverte, c'était pas très cadré. Il y a plein de choses niveau sécurité qu'il fallait améliorer. Il n'y avait pas bien le choix. Il y a du bien, il y a du moins bien, mais voilà. Une traction sous la pluie, c'est un coup aller tout droit dans tous les virages. Ouais, de toute façon, ça reste le premier lien avec le sol. Donc tu freines, les roues bloquent, voilà, ça tourne pas. Après, faut jouer du frein à main aussi, et voilà. Ça sauve des fois un peu la mise. On met un petit coup de câble, comme on dit dans le jargon, ça aide. Là, c'était la guerre avec la voiture pour la laisser sur la route. Ouais. Mais là, à Montbrison, j'avoue qu'après, si on n'avait pas retaillé les pneus, ça aurait été vraiment compliqué. Et on a fait tout le rallye comme ça. T'as eu quelques grosses frayeurs en rallye avec cette 205 ? Avec la 205, non, je n'ai jamais eu de grosses frayeurs de mémoire. Non, on a eu jamais de sortie de route ni rien avec la 205. Ouais. Et après, je suis passé avec la Mégane, une Mégane F 2014, donc on est monté un peu un cran au-dessus. C'est vers quelles années ? Parce que la 205, c'était du coup les années 2000 ? Ouais, je l'ai acheté en 2000. 99, la 205, je l'ai acheté. Et je l'ai vendue en 2001. Ok. Et j'ai acheté une Mégane Cup, une ex-circuit à la base. Alors, c'était pas mon idée de départ, parce que mon idée de départ, je voulais faire le Challenge Citroën Saxo, qui à l'époque était une bonne formule de promotion. Mais ça s'est pas fait faute de budget, parce que c'est l'année où les Saxos avaient repris de la valeur, elles se vendaient assez cher. Le kit pour en monter une était, alors on va dire par rapport au prix d'aujourd'hui, c'était peut-être abordable, mais non, ça allait pas avec mon portefeuille. Donc ça aurait pu, je pense, se faire, mais j'aurais eu une épée Damoclès au-dessus de la tête à chaque rallye, parce que si tu casses la voiture et tout, là t'amputes le budget, et ça aurait été problématique. En parallèle de ça, tu travaillais déjà ou... Ouais, bien sûr. C'était garage Alfa, Lancia. Lancia, ouais. Okay. J'étais chez Lancia, ouais, toute cette époque-là. Ouais. Ok. Et ouais, ça coûtait hyper cher, ouais. Donc je me suis retranché sur cette Mégane Cup, qui était une pas mauvaise base, puisque ça avait la boîte séquentielle en circuit. Et après, je l'ai tout adapté pour le rallye, quoi. Donc là, il y a eu beaucoup de travail. 5 ou 6 6. 6 Ouais, 6. En fait, c'était poussé tiré. Ouais, voilà, okay. Exactement, ouais. Okay. Pousser pour descendre les rapports et tirer pour les monter. Ouais. Et c'était une voiture donc, qui était en circuit, donc les suspensions pas du tout adaptées pour le rallye. un peu rigide, quoi. Ouais, d'un bout de bois. Il n'y avait pas de siège côté passager, il n'y avait pas d'éclairage, il y avait vraiment le strict minimum. Hein. Ils avaient vidé la voiture complète. Il y avait un moteur qui était très proche de la série, hein, qu'ils avaient mis une boîte à air et puis une gestion qui était un peu différente. Mais voilà, donc... et je l'ai adapté pour le rallye, je l'ai fait évoluer petit à petit. Mais c'est une voiture où on a rapidement fait de très bons résultats dans la catégorie. Et des fois, c'est une catégorie où on trouvait un peu de tout, hein, parce qu'on était dans la catégorie des BM compacts notamment, qui avaient souvent beaucoup plus de puissance que nous. Donc c'était un peu compliqué de rivaliser, en tout cas sur le sec. Mais on arrivait à faire des très bons résultats. Et sur la fin, on était régulièrement dans les 10 premiers au classement scratch. Ah ouais. Ouais. On a fait des cinquièmes au classement scratch. On a fait des 4e temps, des 2e temps ex aequo sur des rallyes comme la Coutellerie, par exemple, etc.
Pour expliquer à ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément les notions, un temps scratch, c'est le temps juste après la fin de la spéciale. Oui, voilà, toute voiture confondue. Ouais. Ok, donc Voilà. toute catégorie confondue. Catégorie Donc confondue. c'est le classement pur et dur Général, Voilà, sans ouais. catégorie. Ouais. Voilà, exactement. Parce que un rallye, c'est plusieurs spéciales. Exactement. Chaque spéciale est chronométrée. Oui. On additionne tous les temps. Ouais. Et celui qui a le temps le plus court Voilà. a gagné le rallye. Voilà, exactement. C'est ça. Pour la fiabilité de la voiture aussi, puisque un rallye, si c'est un régional, c'est pas très très long, mais après, dès qu'on passe en national, etc., il y a de la distance. Il y a les liaisons, il y a tout. Il y a les liaisons, ça fait des kilomètres, il faut que la voiture soit hyper fiable. Enfin, il faut l'aménager aussi, parce que du coup, quelque part, il faut l'aménager. Oui, quand tu es pilote amateur, tu n'as pas bien le choix. Tu peux pas te permettre de changer les freins toutes les 3 spéciales, etc. Quoi. C'est pas possible. Donc, il y a un ensemble de choses. Puis prendre un caillou et attendre que les 15 mécanos le réparent, là, c'est foutu. Là, non, souvent, si tu fais ça, les 15 mécanos, c'est toi. Donc. Puis c'est l'abandon. Si tu tapes, t'as pas un demi-train d'avance ou un truc comme ça, c'est pas possible. Enfin, c'est rarement possible. Il y avait des je mets des guillemets, grosses écuries, des grosses équipes en rallye régional, où c'était principalement des profils comme toi, des jeunes passionnés qui montaient leur voiture. Non, il y avait quand même des gros pilotes, quand même. Des grosses structures, peut-être pas forcément, mais il y avait des pilotes quand même qui avaient plus de budget que nous. Quand on regardait les classements scratch, moi je me rappelle, il y avait David Salanon qui avait par exemple la Mégane Kit-Car. Ah oui. Ouais, moi j'avais ma petite Mégane à côté. C'est un truc qui m'a marqué parce qu'il y avait un journaliste du coin là, qui avait fait une petite photo avec les 2 voitures et c'était quand même pas les 2 mêmes. Quoi. Rien que la largeur de la voiture, les voies, c'était le jour et la nuit. Moi j'avais une voiture voie étroite, lui il avait une voiture voie large avec des grosses ailes, etc. Pour faire pareil, mini parenthèse, les kit-cars, c'est en WRC, il y avait les groupes A en 4 roues motrices et il y avait les groupes traction. Ouais. Et donc c'est beaucoup de marques françaises qui avaient inscrit, donc c'était des petites voitures traction très légère qui était élargie, gros kit carrosserie, retravaillé, donc c'était des vrais monstres pour le Ouais, elle s'était développée à fond, quoi. C'est des moteurs qui prenaient presque 10 000 tours, des voitures très agiles. C'était poussé à bout, ouais. Donc, puis c'est des kits qui, s'il fallait les acheter, pour quelques dizaines de milliers d'euros. Oui, il y avait ça, et puis l'entretien, notamment du moteur qui était à faire tous les temps de kilomètres, etc. Chaque rallye, il fallait l'ouvrir. C'était des budgets à faire rouler. Plus, automatiquement, les pneus aussi, si tu as plus de puissance, ça suce plus, etc. Donc ça prenait plus d'appui que nos voitures. Enfin, voilà. Les pneus avant, ils devaient être pulvérisés après chaque rallye. Ouais, non, mais par contre, voilà, c'est des belles images aussi, c'est bien pour les spectateurs et tout. Il fallait des choses comme ça. Mais après, c'est pas armes égales. On n'a pas tous les mêmes budgets. Et après, il faut aussi aller chercher les sponsors, oser aller les chercher. C'est un ensemble de choses. Donc, non, c'est pas toujours simple. Mais après, avec la Mégane, en 2003, on s'est qualifié pour la finale des Coupes de France des rallyes. Ouais. On a quand même du bon score. Un bon parcours. Ouais, oui, parce que on faisait partie de la région Rhône-Alpes-Auvergne, et là, il y a beaucoup de bons pilotes dans la région. Il y a des David Salanon, il y a des Yves Pezzuti, etc. J'en oublie d'autres, donc qui se qualifiaient plus facilement avec du plus gros matériel. Donc c'était voilà. Parce que pour se qualifier, il fallait finir, je crois, dans les 9 premiers de la région. Ok. Pour aller après à la finale de la Coupe de France. Donc il faut faire des bons résultats. À chaque fois qu'il y avait des bons résultats, on marque des points, et voilà, c'est ce qui permet de se qualifier. La région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a, je pense, en route de course de côte, il y a de quoi faire. Puis il y a beaucoup de pilotes. Il y a beaucoup de pilotes aussi dans cette région. Il y a Issoire, là au niveau des voitures, il y a pas mal de en choses. sport mécanique dans la région, on peut faire des belles choses. Ouais. Il me semble que les meilleurs rallymen qu'on ait eu en France, c'est vers les Alpes, le sud-est, ou quelques-uns en Auvergne aussi. Oui. C'est des régions qui produisent des pilotes de course de côté de rallye à la pelle. Quoi. Des usines à bons pilotes. Ouais, c'est vrai. Et du coup, après, donc, t'avais la Mégane et t'as passé à autre chose ? Non, la Mégane, c'est la dernière voiture de course que j'ai eue et que j'ai vendue après en 2009 parce que la vie de famille, le budget, j'avais plus le temps de travailler dessus. Ça me prenait énormément de temps. Que la voiture, je la développais.
Et puis on se prend au piège, hein, parce que tu as toujours envie de faire mieux, le classement d'améliorer, etc. Ça prend beaucoup de temps. Non, et du coup, investir un peu plus aussi dans le projet et tout ça. Donc, exactement. Donc non, je l'ai revendu et après, j'ai pas roulé, si ce n'est on a ouvert le rallye de la Côte Rouennaise en 2015 avec mon pote Didier là, sur une Clio V6 Trophy, là aussi un autre défi. mais voilà. Ouais. La Clio V6, la centrale à l'arrière. Ouais, moteur à l'arrière, ouais, moteur à l'arrière. Une voiture qui a roulé qu'en circuit, comme ça, en compétition, et là, c'est un petit défi de l'adapter pour le rallye, ouais. Et au niveau du comportement, parce que moi, j'avais entendu dire à travers des journaux automobiles, etc., c'est une voiture qui était difficile à piloter parce qu'elle n'était pas très équilibrée. C'est pas une architecture prévue pour un moteur à l'arrière. Ouais, voilà, ouais, exactement. Donc, est-ce que c'était vraiment compliqué Alors là, on parle d'une voiture qui était en circuit, donc qui était encore différente de la voiture de série. Mais en Clio V6, il y a eu 2 phases, la phase 1 et la phase 2. Et la phase 1, je crois que c'était une catastrophe, un peu en ligne de route. Et la phase 2, ils avaient bien amélioré déjà au niveau des trains roulants, notamment. Et là, la Trophy, c'est encore un défi parce qu'elle était en circuit, il faut la réadapter pour le rallye, donc c'est encore une mise au point. Mais c'est hyper sympa d'avoir un moteur derrière avec une boîte séquentielle et un moteur V6 qui est un peu ambiance Stratos, quoi. Ouais. Il y a le bruit, l'ambiance dans la voiture qui est encore différente, quoi. Puis ça pousse de derrière. C'est différent. Un V6 qui fait 290 chevaux. Enfin voilà, c'est hyper sympa. Ça commence à barder. C'est clair. Non, c'est des voitures sympas aussi. Et par rapport à cette carrière, du coup, cette carrière parallèle de la carrière professionnelle de pilote, le CFA, lui, il est intervenu quand ? Au début dans ta formation, en tant que mécanicien, et après, du coup, en tant que intervenant ou professeur, d'ailleurs, on peut dire. Au niveau de la voiture de course ? Non, au niveau le CFA. Au CFA. Ouais. Le CFA, je dirais que là, c'est plus avec un collègue qu'on a monté ce petit projet avec la petite 107 Cup. Mais c'est un projet qui est venu un peu avant le Covid. Mais du coup, tu es déjà retourné au CFA en tant que professeur Quand je suis arrivé au CFA, je courais plus déjà. Ok, parce que du coup, il y avait eu mécanicien chez Lancia, en même temps que le projet avec les voitures de course. Ouais, après je suis parti chez Citroën, là je roulais encore avec la Mégane. Toujours mécanicien ? J'étais chef d'atelier. Chef d'atelier, même à la fin chez Lancia, j'étais chef d'atelier, et chez Citroën, je suis rentré en tant que chef d'atelier. Ok. Et du coup, après ça, c'était une envie de partager le savoir. Le fait que je suis venu au CFA. Pour le CFA, ouais. En fait, quand j'étais chez Citroën, je voulais me mettre à mon compte. J'étais un peu sur un petit garage. Et en fait, c'est un ancien formateur d'ici que j'ai eu, qui est venu me voir un jour et qui m'a dit « Tu veux pas me remplacer ?» Et ça s'est fait comme ça. Ouais. Et j'y avais pas pensé à la base. C'est arrivé comme ça. Ouais, c'est arrivé comme ça. Ouais, une opportunité. Quand on dit des fois, voilà, c'est dans la vie, c'est les bonnes personnes au bon moment. Ouais. C'est vrai, en fait, c'est souvent ça. Et ça s'est fait comme ça. C'est un ancien formateur, Bernard Fouillant, qui m'avait formé ici et qui est venu me voir. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et je suis rentré au CFA le 3 janvier 2011 en tant que formateur. Il y a eu des adaptations à faire. Ça devait être une manière de travailler totalement différente. Là, on passe de clients à des jeunes. Ouais. Il faut tout leur apprendre. Ouais. Ce qui m'a marqué quand je suis rentré au début, c'était un peu la façon d'écrire. C'était très abrégé, etc. Donc, j'étais un peu sorti de ce contexte-là. Donc ça m'a marqué un peu. Les fautes d'orthographe, des petites choses. Mais oui, ça m'a marqué, abrégé. Donc, s'adapter un peu à tout ça. Après, je pense que le côté pédagogie, je pense que je l'ai eu assez rapidement. Ça m'a pas trop posé de soucis. Parce que du coup, le CFA, l'objectif, ça va être de former des jeunes à la mécanique à niveau de quel diplôme ? Alors, on attaque du CAP jusqu'au BTS aujourd'hui. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a différents niveaux et il faut s'adapter aux différents niveaux. Il n'y a pas les mêmes programmes en fonction des niveaux, etc. Donc, faut jongler à chaque fois en fonction des classes qu'on a. Et le passage de... Parce que du coup, il y a la partie
théorique et la partie pratique au Ouais. CFA. Pour toi, ça n'a pas été un peu compliqué du coup d'arriver et de devoir faire cette partie théorique en cours, de mettre sur papier un peu le savoir ou les choses comme ça pour les transmettre Alors si, aux ça a été un peu compliqué au début de faire ses propres cours, etc. Là, tu es obligé de trouver de la ressource, etc. Et puis au début, c'est pas très bien. Et puis en pratiquant, tu t'aperçois qu'il y a des choses, tiens, j'aurais dû mettre ça j'ai mis en trop, faut t'adapter tout le temps. au Bon. fur et à mesure. Et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, ça arrive. Il y a un cours théorique qui va très bien passer avec une section, et puis une autre, il y a des choses que tu as un peu trop mis. Voilà. Mais après, je dirais qu'avec l'expérience, tu trouves des ficelles pour dire, tiens, il y a une petite animation, une petite vidéo qui peut compléter en fonction du public et qui aide des fois à comprendre le message que tu veux faire passer. Donc, faut essayer d'avoir différentes ressources sur son PC ou sous la main ou sur la clé USB qui te rend bien service. Voilà. Après, ma formation initiale m'a pas mal aidé parce que j'avais passé un brevet de maîtrise à l'époque où on avait une partie psychologie et puis gestion d'atelier, etc. à travailler. D'accord. Donc, ça m'avait bien aidé à préparer tout ça. Et t'as au niveau de la pratique ou de la façon dont tu vas travailler, est-ce que tu as une différence parce que toi, du coup, tu fais vraiment de CAP jusqu'au BTS. Enfin, je sais pas si c'est toujours le cas. Alors, j'ai un peu moins les CAP mais... là, depuis quelques années. Donc, j'ai plus les bacs, les BTS, et puis j'ai les TFP, les carrossiers peintres aussi, qui ont toute une partie à mécanique à avoir. Hein. Donc, mais du coup, t'as pas le même style d'approche du coup en fonction de. Non, ça change complètement. Même entre une première et deuxième année, etc., t'évolues le niveau, donc forcément, tu vas dans le plus en plus complexe. Et oui, il faut changer. Il faut s'adapter à chaque fois. S'adapter à chaque fois. Mais je dirais que c'est ce qui me plaît aussi dans ce métier, c'est que tu peux pas rester les deux pieds dans le même sabot. Tu es tout le temps obligé de te remettre en question. Et honnêtement, moi, ça fait 14 ans que je suis là, je l'ai pas vu passer. Donc je pense que quelque part, c'est que je m'ennuie pas. Et voilà, je viens pas comme je dirais en marche arrière. Donc c'est déjà ça. Mais petite question, je vais un peu la formuler en live parce que on avait eu un autre invité sur notre podcast qui lui est venu, qui a justement étudié dans un CAP en mécanique, qui a ensuite BTS en mécanique et qui a évolué là-dedans. Il l'a fait ici. Et qui maintenant est mécanicien pour l'IGE. Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune qui se retrouve dans une situation où il aime la mécanique, il fait les cours et il ne sait pas s'il doit se lancer dans des études de mécanique ou... Alors aujourd'hui, on a un métier qui est hyper vaste, on va dire. Hein. C'est qu'on peut commencer en apprentissage et faire simplement de l'entretien dans un garage. Mais après, comme la personne, vous pouvez finir dans une entreprise où il y a que des voitures de course, ou être expert automobile, ou avoir son propre garage. Enfin, c'est très très vaste. Ou être contrôleur technique aussi. C'est une porte d'entrée. Après, quelqu'un qui hésite, aujourd'hui, je dirais qu'il y a la solution, c'est de faire les stages pour voir si ça plaît bien, parce que ça, c'est un peu une chance. Hein. Ils en font au collège, peut-être pas suffisamment à mon goût. Et je pense qu'il n'y a pas assez de communication là-dessus, parce que on peut faire des conventions de stage et en faire, à la limite, faire des stages autant qu'on en veut. Il n'y a pas de limite, si ce n'est celle instaurée par les collèges, mais voilà. Donc on peut leur dire, essayez, quoi. Ah ouais, oui, je pense que c'est la meilleure chose, c'est ça. C'est essayer, pratiquer. Et je pense qu'après, on voit vite si on est fait pour ça ou pas. Hein. Si tu te lèves le matin et que tu as envie d'y aller, c'est déjà bon signe. Ouais. Si tu te forces pour y aller, c'est déjà un peu moins bien, je pense. C'est déjà un peu moins bien. Mais après, voilà, la chance de ce métier, c'est que il y a plein de choses à faire. C'est infini, c'est tout. Très vaste. Ouais. Après, on peut avoir aussi le jeune qui veut pas évoluer et qui veut faire que de l'entretien. Et voilà, pourquoi pas. Hein, même si aujourd'hui, ça se gâte de plus en plus, l'entretien. Mais on en apprend tous les jours. Moi, le premier, je peux pas dire que je sais tout, c'est impossible. Celui qui me dit ça, c'est un menteur. Peut-être, il peut-être connaître une marque par cœur, mais après, il peut pas connaître tout, c'est pas possible. Non, c'est beaucoup trop vaste, pour. Oui, c'est beaucoup trop vaste. Connaître. Ça évolue d'année en année. Là, aujourd'hui, entre les voitures électriques, hybrides,
liées à la réglementation, pollution, écologie, etc. Enfin, il y a plein de choses qui changent. Et puis, il y a la demande du client aussi. Aujourd'hui, il y a une voiture quand même confortable, qui est la voiture connectée aussi. Il y a plein de choses. Donc, ça n'arrête pas d'évoluer. C'est loin de la petite 205 d'avant. Oui, c'est sûr. Voilà. Du travail en tant que mécanicien. Il y en a un. Il y en aura. Il y en a. Voilà. Après, voilà, c'est ouvert à tout un public. Le diagnostic, aujourd'hui, on est quand même pas mal sur ordinateur, même s'il faut interpréter ce que l'ordinateur nous dit aussi. Mais il y a des mises à jour logicielles. Enfin, c'est très, très vaste. On n'a pas forcément les mains noires suivant ce qu'on fait, quoi. Et puis, on travaille avec des gants, parce que les huiles sont néfastes quand même pour la peau, etc. Donc, voilà, c'est plus comme avant, l'image du mécanicien qui est tout noir dans l'atelier. Donc, il n'y a pas que ça, ouais. On voit des filles, d'ailleurs, dans notre métier, qui sont même très douées, qui ont une niaque, et des fois qui ont des meilleurs résultats que les mecs. Donc, non, ça fait plaisir. C'est ouvert à tout le monde. Ouais. C'est ouvert à tout le monde. Et donc, vous, en tant que formateur, comment tu arrives à pouvoir rester, tu vois, à peu près à jour sur ce qui sort pour justement former sur la nouveauté? Alors ça, je vais être honnête avec toi, ça a été ma première demande quand je suis rentré au CFA. C'était ma condition, c'est de dire, je veux bien rentrer au CFA, mais je veux être formé en amont régulièrement. Parce que voilà, j'estime que je ne peux pas faire former correctement si en amont, je ne suis pas toutes les évolutions. Et puis, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin de ça. Je suis curieux de nature. Ouais. J'aime pas rester les deux pieds dans le même sabot, et faut que j'aille de l'avant. Donc, voilà, c'est la condition. Donc, chaque année, on fait des stages. Ouais. On fait des stages avec les nouveautés, etc. Voilà. Après, c'est une demande aussi de ma part. On n'est pas obligé de les faire, mais j'estime que si on veut former comme il faut, on n'a pas le choix. Oui, il faut être à la page tout le temps. Oui, exactement. Ouais. Et puis, comme je l'ai dit, on ne peut pas tout savoir. Et puis, on essaye de transmettre au mieux. On est un CFA où on n'est pas forcément affilié à des marques. On balaye large. Même si on a des partenariats aujourd'hui avec Toyota, des choses comme ça qui nous aident énormément niveau de la documentation, etc. Parce qu'aujourd'hui, travailler sans documentation constructeur, c'est compliqué. Il y a les procédures à respecter, etc. Comme je dis souvent à l'atelier, on ne débranche plus une batterie sur une voiture comme on faisait sur la 4L ou sur l'R5, quoi. Ça, c'est fini. On débranche une batterie pas correctement sur une voiture moderne, sans respecter des temps, on peut la mettre en panne. Donc, faut être vigilant et il faut respecter les procédures. Il faut être à jour et se tenir faut être à jour, se tenir constamment informé. Je dirais, c'est aussi une richesse de ce métier, quoi. Voilà. Tu peux pas t'endormir, c'est pas possible. Non, il y a toujours de nouvelles choses à apprendre. Ouais, carrément. Nous tenons à remercier le CFA du Rouennais, qui a rendu cet épisode possible, que ce soit en nous mettant à notre disposition une salle ainsi que l'accès à l'atelier. Mais aussi merci à Christian pour avoir partagé avec nous son expérience. Quant à nous, on se dit à très bientôt sur Tir Off.